Alors, correction du deuxième exercice de ce devoir maison numéro 6. Donc, un exercice qui est issu en fait de la même épreuve que le précédent, donc écrit comme aussi, 2019, voie S également. Première question. Dans cette question uniquement, on considère que A égale machin et B égale machin. Ce qui veut dire que dans la question 1A, 1B, la matrice A, la matrice B, ça sera les matrices qu'on vous donne, mais à partir de la question 2, ça ne sera plus le cas. Donc première question, calculer AB et BA. Bon ben, on va calculer. Hein. AB 1, 1, moins 1, 1, multiplié par B, 1, 2, 1, 1. Et on va obtenir donc une fois 1, 1, plus une fois 1, 1, donc 2. 2 plus 1, 3. Moins 1 plus 1, 0. Moins 2 plus 1, 1. Donc la matrice AB, c'est 2, 3, 0, 1. Ça, c'est réglé. C'est vraiment une question qui donne des points gratuitement. Alors, sans doute que c'était pas noté sur beaucoup de points, mais quand même. Donc le produit dans l'autre sens. Hein, attention, je rappelle que le produit de matrice n'est pas commutatif. Donc 1 moins 2, ce qui va nous faire moins 1. 1 plus 2, ce qui nous fait 3. 1 moins 1, 0. 1 et 1, 2. Donc BA est égal à moins 1, 3, 0, 2. Hop. Tout d'un coup, j'ai un doute. Non. Non, c'est bien ça. Oups. Question B. Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de AB et de BA. Alors, on a de la chance, parce que les deux matrices sont... tout d'un coup, je disais que j'avais un doute, mais moins 2 plus 1, ça nous fait moins 1. Donc c'est moins 1 ici. Hein. Donc, les deux matrices sont triangulaires. Donc, AB, le spectre de AB, ce sont les coefficients diagonaux, donc 2 et moins 1, qui est la même chose que le spectre de BA, puisque c'est moins 1 et 2. Donc, première chose de régler, hop, hop. Deuxième chose, on va regarder les sous-espaces propres de chacune de ces deux matrices. Donc, je me donne un vecteur xy appartenant à ker de AB moins 2 fois l'identité, c'est-à-dire à ker de... Alors, AB moins 2 fois l'identité, 0, 3, 0, moins 1, moins 2, donc moins 3. Donc, si et seulement si, vous allez avoir 3y égale 0, moins 3y égale 0, ce qui revient à dire que y égale 0. Donc finalement, l'espace propre de la matrice AB lié à la valeur propre 2, donc l'espace propre lié à la valeur propre 2 de la matrice AB, sera l'espace propre engendré par le vecteur colonne 1 pour x, 0 pour y. Et ensuite, on va regarder pour moins 1. Là aussi, je me donne xy appartenant à ker de AB plus l'identité cette fois, c'est-à-dire le noyau de 3, 3, 0, 0. Donc, si et seulement si, je vais avoir 3x plus 3y égale 0, ce qui revient à dire que x, que je mets ça comme ça, y est égal à moins x. Donc, E moins 1 de la matrice AB, ça sera vect de, si je mets 1 pour x, j'ai moins 1 pour y. Voilà nos deux sous-espaces propres pour la matrice AB. Maintenant pour BA.
BA moins 2i. Donc je vais avoir moins 3, 3, 0 et 0. Moins 3, 3, 0 et 0. C'est-à-dire que je vais avoir moins 3x plus 3y égale 0, ce qui revient à dire que x est égal à y. Donc E2 de BA, ça sera l'espace vectoriel engendré par 1 et 1. Et le dernier espace propre, c'est un petit peu de travail, un petit peu long, mais ça n'est en aucun cas difficile. Je me donne xy appartenant à ker de BA plus l'identité, c'est-à-dire à ker de 0, 3, 0, 3. Ce qui revient à dire, donc que je vais avoir 3y égale 0, ce qui revient à dire que y égale 0. Donc je vais avoir E moins 1 de BA qui sera vect de 1, 0. Donc on peut remarquer qu'on a les mêmes valeurs propres, mais par contre, on n'a pas les mêmes sous-espaces propres. Alors il y en a un qui est commun, mais il n'est pas associé à la même valeur propre. On a terminé la première question. Question 2. Soit A et B de matrices quelconques de M de R. Donc là, on dit bien, on appuie bien sur le fait que ce ne sont plus les matrices A et B de la première question. Lambda une valeur propre non nulle de AB, X un vecteur propre associé. Justifier que Bx est non nul. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme information? On a que lambda est une valeur propre non nulle et X un vecteur propre associé. Donc on sait déjà que X est non nul. Un vecteur propre de AB, donc x est différent de 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme information? X est associé à lambda différent de 0, donc ABX égale lambda x. Supposons que BX est égal au vecteur nul. Alors dans ce cas-là, ABX est égal au vecteur nul, ce qui est contradictoire. Car lambda est différent de 0 et x est différent du vecteur nul. D'où Bx n'est pas égal au vecteur nul. Alors il y a marqué 0, mais il faut faire attention parce que parfois c'est 0 et parfois, comme c'est le cas ici, c'est le vecteur nul. Question B. Montrer que Bx est un vecteur propre de BA et que lambda est une valeur propre de BA. Bon. Je vais donc m'intéresser à BA et il faut que je montre que Bx est un vecteur propre. Donc je vais faire BABX. Comme ça, je montrerai, si j'arrive à trouver ce que je veux, que j'ai bien ce que je veux. Or, il se trouve que ça, je vais le réécrire comme ça. Mais ABX, c'est lambda x. C'est-à-dire lambda BX. D'où BA que j'applique à BX, c'est bien lambda BX. BX est un vecteur propre, alors, de plus. BX est différent du vecteur nul. Donc Bx est un vecteur propre de la matrice BA associé à la valeur propre lambda. Comme je le disais, associé, il y a bien un petit plantage, associé à la valeur propre lambda. Je ne sais pas pourquoi des fois il y a ces petits plantages où l'appli se ferme et m'oblige à tout relancer. Bon.
On a terminé la question 2. Passons à la question 3a. Cette fois, 0 est une valeur propre de la matrice AB, X un vecteur propre associé. Supposons que B est inversible. Si B est inversible. Donc X est un vecteur propre de AB. Donc, X est différent du vecteur nul. Si je m'intéresse à Bx, pareil, je vais supposer que Bx est égal au vecteur nul. Comme B est inversible, j'ai B-1 Bx qui est égal à B-1 multiplié par le vecteur nul. Donc, X est égal à 0, ce qui est absurde. Donc là aussi, Bx n'est pas égal au vecteur nul. En déduire que 0 est une valeur propre de BA. Bon. Si on me demande de montrer que Bx est non nul, c'est que je vais certainement l'utiliser. Donc je vais là aussi utiliser BABX. Pourquoi ça? Eh bien parce que BABX, c'est BABX. Or, X est un vecteur propre ici associé à la valeur propre 0. C'est B multiplié par 0, donc c'est 0. Comme Bx n'est pas égal à 0, eh bien Bx est un vecteur propre de la matrice BA associé à la valeur propre 0. On dit un petit peu la même chose qu'au-dessus, sauf que là c'est avec la valeur propre 0 et non pas avec une valeur propre non nulle. Voilà, donc on a dit. Alors on aurait peut-être pu conclure plus proprement en disant que 0 est une valeur propre de la matrice BA, puisque c'est ça que l'on nous demandait essentiellement. Question B. Supposons que B n'est pas inversible, montrez que le rang de BA est inférieur strictement à n. On va montrer que si B n'est pas inversible, alors BA ne l'est pas non plus. Montrons que si B n'est pas inversible, alors BA ne l'est pas. Procédons par contraposé. Supposons donc que BA est inversible. Alors, il existe une matrice P inversible telle que P-1 BA, tel que PBA est égal à BA multiplié par la matrice P est égal à la matrice identité. Bon. Si j'ai BA multiplié par P qui est égal à la matrice identité, j'ai donc B multiplié par AP qui est égal à I. Donc, B est inversible d'inverse AP. Conclusion, par contraposé, si B n'est pas inversible, alors BA ne l'est pas. Donc, rang de BA va être strictement plus petit que n, puisque pour être inversible, il faudrait que le rang soit égal à n. En déduire que 0 est une valeur propre de BA. Bon. Si rang de BA est inférieur à n, alors par le théorème du rang,
la dimension du noyau de BA est supérieure ou égale à 1. Donc, 0 est une valeur propre de BA. Puisque son espace propre associé est de dimension supérieure ou égale à 1. Et c'est terminé pour la question 3. Question 4, qui va découler en fait de ce qui précède. Qu'est-ce que nous avons démontré? Je vais me donner lambda appartenant à spectre de AB. C'est ça. Si lambda est différent de 0, alors d'après la question de B, lambda appartient au spectre de BA. Si lambda égale 0, alors d'après la question 3B cette fois, lambda appartient au spectre de BA. D'où spectre de AB est inclus dans le spectre de BA. Or, les matrices A et B sont quelconques. Ce qui veut dire que je peux très bien faire jouer à B le rôle de A et vice-versa. On a donc également spectre de BA inclus dans le spectre de AB. D'où l'égalité. C'est réglé pour la question 4. Question 5. D'après la question 1, AB et BA, on a un contre-exemple en fait, non pas forcément les mêmes sous-espaces propres. Rappelez-vous, il y en a un qui était différent. Et c'est terminé pour la première partie. Partie 2. Donc cette fois, on considère une matrice qui admet n valeurs propres réelles, 2 à 2 distinctes, B une matrice de Mn de R telle que AB égale BA. Bon. On va directement passer à la page d'après. Question 6a. Alors, en plus, on suppose qu'il existe un n uplet de réels non tous nuls, tel que la somme des alpha k a puissance k est égale à 0. Justifier que A admet un polynôme annulateur non nul de degré inférieur ou égal à n-1. J'ai écrit de 2 frais dans l'énoncé au lieu de degré, mais bon, j'imagine que vous avez tous compris de quoi il s'agissait. Je vais me prendre le polynôme qui est égal à la somme pour k allant de 0 à n-1 des alpha k x puissance k. Comme les alpha k sont non tous nuls, ce qui, comme je vous l'ai déjà dit, ne veut pas dire la même chose que tous non nuls. Non tous nuls, ça veut dire qu'il y en a au moins un qui n'est pas nul. Tous non nuls, ça veut dire qu'ils sont tous différents de 0. Donc, comme les alpha k sont non tous nuls, eh bien P n'est pas le polynôme nul. Le polynôme nul a tous ses coefficients nuls, lui. Son degré, le degré de P, est inférieur ou égal à n-1. Bon. Il nous reste à dire que, de plus, P de A, c'est donc la somme pour k allant de 0 à n-1 des alpha k a puissance k est égale à 0. Donc P est un polynôme annulateur
non nul de la matrice A. A admet un polynôme annulateur. Alors, ici il précise non nul, mais parfois dans les définitions, comme on l'a fait en cours d'ailleurs, de polynôme annulateur, on exclut le polynôme nul. 2 degrés inférieur ou égal à n-1. Et voilà pour cette première question. Question B. Alors, je vais faire les choses légèrement différemment. On nous dit de l'appeler Q. Donc je vais l'appeler Q plutôt. En étudiant les racines de ce polynôme Q, aboutir à une contradiction. Bon. On sait que les valeurs propres d'une matrice sont des racines du polynôme annulateur. Sont des racines de tout polynôme annulateur. Donc le polynôme annulateur Q admet au moins n racines distinctes, que sont ces valeurs, lambda 1, lambda n. Or, Q est non nul, et Q de degré inférieur, donc Q admet au plus n-1 racine distincte. On a donc une contradiction. Donc soit on a un polynôme annulateur de degré plus élevé, soit c'est que il n'y a pas n valeurs propres distinctes. Que peut-on en déduire quant à la famille machin? La famille I n a carré a puissance n-1 n'est donc pas liée. Elle est donc libre. Question 7. Soit lambda une valeur propre de A et x un vecteur propre associé. Bon. Justifier que E lambda A est égal à vect de x. On a supposé que A admet n valeurs propres distinctes donc la somme E1 de A plus En de A est une somme directe. Elle contient n sous-espaces propres de dimension au minimum 1, de dimension supérieure ou égale à 1. On a donc, ici j'ai marqué E1, En, c'est E lambda 1, E lambda n.
pour tout i appartenant à 1n, la dimension de E lambda I de A qui est égale à 1. D'où ce que l'on nous demande. D'où pour tout lambda appartient au spectre de A, E lambda de A est égal à vect de x, où x est un vecteur propre. Associé à la valeur propre lambda. C'est une des propriétés du cours. Dès lors que la somme atteint la dimension de l'espace, eh bien, il n'y a pas d'autre valeur propre et on a ce que l'on souhaite. Et donc ici, forcément, on ne peut pas dépasser. Question B. Exprimer de deux façons différentes BAX. Bon. Qu'est-ce que je peux dire de BAX? X est un vecteur propre de AX, de A, pardon, associé à la valeur propre lambda. Donc, AX est égal à lambda x, d'où BAX est égal à lambda à B multiplié par lambda x, c'est-à-dire à lambda bx. Donc ça, le BAX, on l'a exprimé d'une façon en fait. D'un autre côté, dans l'énoncé, on nous dit que AB égale BA. Or, AB égale BA. Donc, BAX est égal à ABX. Donc, j'ai donc BAX est égal à ABX est égal à lambda BX. Question C, on déduire que Bx appartient à vecteur de x. J'ai donc ABX est égal à lambda Bx. Donc, A multiplié par la matrice Bx égale à lambda multiplié par Bx. Bx est donc soit nul, soit un vecteur propre de la matrice A associé à la valeur propre lambda. Dans tous les cas, on a donc Bx qui appartient à E lambda de A. D'où, puisque E lambda de A c'est vecteur de x, Bx appartient à vecteur de x. Donc, on se donne un vecteur propre de A associé à la valeur propre lambda. Bon. Donc, d'après la question 7c, vous avez Bx qui appartient à vect de x, c'est-à-dire il existe un certain réel alpha tel que Bx est égal à alpha x.
Or, x est un vecteur propre de la matrice A, donc x est différent de 0. Et donc on en déduit que donc, x est aussi un vecteur propre de la matrice B associé à ce réel alpha. Et voilà pour cette question 8. Question 9a. Justifier qu'il existe une base de Mn1 de R composée de vecteurs propres de A et de B, tels que pour tout i, A égale machin. Bon. On sait que A admet n valeurs propres distinctes. Deux A2 distinctes. Et c'est une matrice de taille n. Et est une matrice de taille n. Donc la matrice A, elle est diagonalisable. Donc ça, c'est un premier pas important. Qu'est-ce que ça veut dire être diagonalisable? Être diagonalisable, il existe donc une base de vecteurs propres il existe donc une base, plutôt dire de Mn1 de R, constituée de vecteurs propres x1, x2, xn de la matrice A, où pour tout i appartenant à un n, xi est associé à la valeur propre lambda i. Bon. D'après la question 8, pour tout i appartenant à un n, xi étant un vecteur propre de A, eh bien xi est aussi un vecteur propre de B. Conclusion. Il existe une base x1, x2, xn de Mn1 de R, telle que pour tout i appartenant à un n, xi est vecteur propre de A associé à la valeur propre lambda i, donc AXI égale lambda i xi, et xi vecteur propre de B. Donc ça, c'est assez intéressant parce que si jamais la matrice A est diagonalisable, enfin si jamais pardon, la matrice B est diagonalisable, alors elle va être diagonalisable dans la même base que A. Question B. Pour tout i, on note mu le réel bxi égale mu i xi. Montrer que le spectre de AB, c'est les lambda i mu i pour i appartenant à un n. Très bien. Qu'est-ce que l'on peut dire là-dedans?
je vais m'intéresser par exemple à A, je vais m'intéresser à B à X, de prendre soit I appartenant à un N, bon. BAXI, je vais faire en fait un raisonnement similaire à celui de la question 7b. BAXI, c'est donc B multiplié par lambda I XI, c'est donc lambda I B de XI, et B de XI, c'est mu I, est égal donc à lambda I mu I XI. Donc, j'ai lambda I mu I qui appartient au spectre de AB. Et donc, mon spectre de AB va être inclus dans mon ensemble en question. L'ensemble des lambda I mu I pour I dans un N qui est inclus dans le spectre de AB. Maintenant, il va falloir voir pour l'inclusion réciproque. Alors, j'ai oublié un petit truc quand même. Hein. Ici, c'est de partir de ABXI. Comme, je dis qu'on faisait le même raisonnement qu'à la question 7b, donc c'est ça. Donc voilà, on a une inclusion. Ok. Je vous ai dit qu'on allait chercher l'inclusion réciproque. En fait, pas tout à fait. C'est pas exactement comme ça que ça va marcher. On va utiliser là aussi un argument qu'on a déjà utilisé. Si je regarde ma matrice AB, vous avez donc x1, x2, xn est une base de Mn1, de R, ça ne change pas. Alors, qui sont des vecteurs propres de la matrice A, des vecteurs propres de la matrice B, mais on vient de montrer qu'ils étaient également des vecteurs propres de la matrice AB. Constitués de vecteurs propres de la matrice AB. Donc, on en déduit que les valeurs propres associées à ces vecteurs propres, sont donc les seuls. D'où le spectre de AB, c'est l'ensemble des lambda I mu I avec I appartenant à un N. Alors, par contre, ce que l'on n'a pas comme information, on ne sait pas si ces valeurs sont toutes distinctes ou pas. Mais c'est pas grave. On a terminé la question 9. Question 10a. On rappelle que le seul polynôme ayant n racines 2 à 2 distinctes est le polynôme nul. Ok. Montrer que la fonction qui a p associe p de lambda 1, p de lambda 2, p de lambda n est un isomorphisme de Rn-1 crochet x dans Rn. Bon. Il y a deux choses à montrer. Deux choses. Oui, deux choses. D'abord la linéarité et ensuite la bijectivité. Bon. 10a. Je me donne P et Q dans Rn-1 crochet x au carré et lambda un réel. Bon. L'application me dit donc qu'elle va associer, notons phi, l'application qui a P associe P de lambda 1, P de lambda n. J'ai donc phi de lambda P plus Q qui est égal à lambda P plus Q de lambda 1, lambda P plus Q de lambda n,
Et par la linéarité très simple, vous allez avoir lambda P de lambda 1 plus Q de lambda 1, lambda P de lambda n plus Q de lambda n. C'est-à-dire que je vais avoir lambda P de lambda 1, P de lambda n, plus Q de lambda 1, Q de lambda n, c'est-à-dire lambda phi de P plus phi de Q. Donc phi est linéaire. On a la linéarité. Et trivialement, phi va donc de Rn-1 crochet x dans R à la puissance n, pas de problème. Et ensuite, il va falloir s'intéresser à la... Zut. On va s'intéresser par exemple au noyau. Soit P appartenant à ker phi. Alors, P de lambda 1 égale 0, P de lambda n égale 0. Donc, P admet n racines distinctes, lambda 1, lambda 2, lambda n. P est donc le polynôme nul. D'où le noyau de P est réduit au polynôme nul. P est donc injective. J'ai marqué ker P, mais c'est ker phi. Phi est donc injective. On va maintenant appliquer le théorème du rang, parce que certes, on est en dimension finie, mais on n'a pas un endomorphisme. Par le théorème du rang, dimension de ker phi plus rang de phi est égal à la dimension de l'espace de départ, c'est-à-dire Rn-1 crochet x, qui vaut n. D'où rang de phi est égal à n, qui est la dimension de R puissance n. On en déduit donc que phi est surjective. Surjective. Conclusion globale. L'application qui a P associe P de lambda 1, P de lambda n, est un isomorphisme de Rn-1 crochet x dans Rn. Et on a fini la 10A. 10B. Montrer qu'il existe un unique polynôme vérifiant pour tout i b de xi égale p de lambda i xi. Très bien. On a un isomorphisme, c'est-à-dire que tout élément admet un unique antécédent. Et ça, c'est intéressant. Un unique antécédent. Donc, si je prends le n uplet mu1, mu2, mu-n, admet un unique antécédent P appartenant à Rn-1 crochet x par l'isomorphisme précédent.
En d'autres termes, il existe un unique polynôme P appartenant à Rn-1 crochet X, tel que pour tout I dans 1n, eh bien P de lambda I égale mu I. Les mu I, pourquoi j'ai choisi cela? Parce que ce sont les valeurs propres de la matrice B. D'où il existe un unique polynôme P appartenant à Rn-1 crochet X, tel que pour tout I appartenant à 1n, Bxi est égal à, donc mu I xi, est égal à P de lambda I, j'ai marqué mu I, non, P de lambda I, xi. Et on a bien répondu à cette question. Question suivante, question C. Montrer que B est égal à P de A. Bon. Là, c'est un petit peu plus... ça demande un petit peu plus de réflexion. Alors, je disais qu'il faut réfléchir un petit peu plus, parce que nous, dans le cours, ce que l'on a vu, c'est que si jamais lambda est une valeur propre de A, alors P de X égale lambda X. Bon. Mais on n'a pas vu la réciproque, à savoir que si jamais j'ai P de lambda X qui est égal à Bx, alors j'ai le contraire. Donc, comment faire? D'après ce qui précède, on peut quand même écrire quelque chose d'intéressant avec la propriété du cours. On a donc, pour tout I appartenant à 1n, xi est une valeur propre de A associée à la valeur propre lambda I. Donc, le cours va nous permettre d'écrire quelque chose, à savoir que P de A multiplié par xi va être égal à P de lambda I xi. Ça, le cours nous permet de l'écrire. Et donc, ce P de lambda xi, ce qui précède, nous dit que c'est Bxi. D'où, pour tout I appartenant à 1n, P de A xi sera égal à B xi. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce que l'on fait quand on cherche à écrire la matrice de P de A ou de B d'ailleurs. On va multiplier on va appliquer l'endomorphisme qui nous intéresse à des vecteurs d'une base. Et donc, dans la base constituée de xi, donc dans la base x1, x de xn, P de A et B auront la même matrice. Alors, ce sont des matrices, plutôt les endomorphismes associés à P de A et B auront la même matrice. Les endomorphismes associés à P de A, la matrice de cet endomorphisme-là, c'est P de A, la matrice de l'endomorphisme associé à B, c'est B. D'où P de A est égal à B. B égale P de A. Ce qui revient au même. Hop, hop, hop. Question 11. Montrer qu'on a un sous-espace vectoriel. Donc, alors ça, c'est une question tout à fait pipeau. Déjà, je peux remarquer que C de A est clairement inclus dans Mn de R. C de A
et non vide, puisque par exemple, la matrice nulle vérifie A multiplié par la matrice nulle égale 0 multiplié par la matrice A égale 0. Ensuite, je me donne un réel lambda dans R, B1, B2 dans C2A. Alors, eh bien, vous allez avoir, je m'intéressais donc à lambda B1 plus B2, qui est égal à lambda AB1 plus AB2, qui est égal à lambda B1A plus B2A, puisque il y a commutativité, qui est égal à lambda B1 plus B2A, d'où lambda B1 plus B2 appartient à C2A. Conclusion, C2A est un sous-espace vectoriel. De Mn de R. Question 11b. Montrer que C2A est égal à P2A pour P appartenant à Rn-1 crochet X. Très bien. Si je prends B appartient à C2A, alors il existe un unique P de Rn-1 crochet X tel que B est égal à P de A. Donc, B appartient à cet ensemble P de A pour P parcourant Rn-1 crochet X. Conclusion. Alors, conclusion, non. C'est pas une conclusion. Donc, C2A est inclus dans cet ensemble-là. Conclusion partielle en quelque sorte. Maintenant, si je prends un élément de cet ensemble-là, soit un élément, comment je peux l'appeler, C appartenant à cet ensemble-là, alors, pas écrire ça comme ça, c'est s'embrouiller avec. C'est pas faux ce que j'ai écrit, hein, mais plutôt, hop, soit P appartenant à Rn-1 crochet X. Je vais m'intéresser à A, P de A. Donc, il existe alpha 0, alpha n-1 appartenant à Rn-1, moins Rn, tel que P de X, c'est la somme des alpha k x puissance k pour k allant de 0 à n-1. Donc mon AP de A, ça va être quoi? Ça va être A multiplié par la somme pour k allant de 0 à n-1 des alpha k x A à la puissance k, c'est-à-dire la somme pour k allant de 0 à n-1 des alpha k A puissance k plus 1, c'est-à-dire la somme pour k allant de 0 à n-1 des alpha k A puissance k multiplié par A, c'est-à-dire P de A multiplié par A, d'où P de A appartient à C de A. Donc, notre ensemble, P de A pour P appartenant à Rn-1 crochet X, est inclus dans C de A. Et là, je peux conclure globalement C de A, c'est l'ensemble des P de A pour P appartenant à Rn-1 crochet X.
Reste la dernière question. À l'aide de la question 6, déterminer la dimension de C de A. Évidemment, si on nous a fait écrire C de A comme les P de A pour P appartenant à Rn-1 crochet X, on a IN A carré jusqu'à A puissance N-1 est une famille libre. Cette famille est incluse dans C de A. Ce sont des polynômes de A. On peut donc dire que la dimension de C de A est supérieure ou égale à n. J'ai n vecteurs là-dedans. Par ailleurs, ce C de A, vous avez des P qui parcourent n-1. Donc, la dimension de C de A va être inférieure ou égale à la dimension de Rn-1 crochet X, c'est-à-dire à n. Conclusion. La dimension de C de A est égale à n. Et voilà pour cet exercice que l'on vient de terminer.